Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Guénic de l'ATBVB, l'Association des techniciens de bassin versant breton. Donc bienvenue sur cette troisième et dernière webconférence sur les eaux souterraines organisée avec le BRGM Bretagne. Pour information, vous trouverez sous la vidéo les liens pour visionner les deux premières webconférences eaux souterraines. Donc voilà, je vais laisser la parole aux intervenants, Flora Loucassou et Bruno Mougin du BRGM, et je vous souhaite de passer une bonne webconférence. Merci et bon visionnage. Bonjour à tous, merci de votre présence au niveau de cette webconférence. Alors juste avant de démarrer, on va resituer le cadre de cette conférence. Donc au début, il était prévu d'organiser une journée en présence physique sur place, mais en raison des conditions sanitaires, en fait, cette journée de présence physique à Mur de Bretagne a été réorganisée en 3 webconférences. Il y a eu une première webconférence qui s'est déroulée le 29 mai, qui a été animée par ma collègue Flora Loucassou. Moi, je suis Bruno Mougin, donc on est tous les deux hydrogéologues au BRGM. Et donc, à l'issue de cette première webconférence, on en a tenu une seconde qui s'est déroulée mardi matin. Et là, donc, nous sommes rendus à la troisième et dernière webconférence sur cette matinée. Alors du coup, nous serons 2 présentateurs, donc Flora et moi. On alternera en fait les prises de parole durant cette partie de matinée. Donc pendant que l'un d'entre nous sera en train de présenter en direct le diaporama, l'autre personne pourra discuter avec vous par chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le forum de discussion. Et comme ça, on essaiera d'y répondre en direct. Sinon, on s'organisera une petite pause de 5 à 10 minutes, quasiment au milieu de notre intervention, pour faire venir également les questions et ne pas prendre ce temps en fait de questions. Et on reviendra également sur des petits échanges à la fin de la présentation. Donc du coup, je commence cette présentation. Je partage donc le diaporama. Et puis n'hésitez pas déjà à me dire si ça fonctionne ou pas. Je confirme que ça fonctionne. Parfait. Alors, pourquoi moi je ne le vois pas? Qui c'est? Je mets un diaporama. Et il faut que je revienne dessus, c'est ça? Parfait. Donc, a priori, vous l'avez à l'écran, donc c'est bon. Je vérifie juste le défilement. Est-ce que... Oui, c'est ça. Donc, c'est bon, les diapositives passent. Donc, du coup, donc là, en fait, sur les premières diapositives, on a rappelé le programme qui était celui de la première webconférence, animée par Juste Flora. Ensuite, la seconde qui nous a intéressé mardi, où on était aussi tous les deux à animer la conférence. Donc, on a parlé de l'exploitation des eaux souterraines et la composition chimique des eaux souterraines. Et donc, sur cette troisième webconférence, donc, elle est prévue avec ces différents points. Donc, on va d'abord parler du réseau piézométrique régional, du réseau de suivi du niveau des nappes. Ensuite, on parlera du déroulement et des essais de pompage. Ensuite, il y aura un volet sur la partie réglementation applicable au forage. Avant des échanges entre nous, encore une fois, hein, qu'on réservera à la fin, mais on pourra revenir aussi au fil de la présentation et après avoir fait la deuxième partie sur les essais de pompage, il y aura une dernière partie sur les autres données sur les eaux souterraines disponibles dans le CIGES Bretagne. Alors, je commence donc d'abord par cette partie de réseau piézométrique régional. Alors, le réseau piézométrique régional, c'est un réseau de suivi en continu du niveau des nappes. Et c'est un réseau actuellement qui est composé de 52 forages répartis sur la totalité du territoire breton, donc sur les 4 départements. Alors, les différentes pastilles de couleurs indiquent qu'on a créé en fait ce réseau de toutes pièces qui n'existait pas, et on a commencé à le créer à partir de l'année 2003. Donc en 2003, on a réalisé 16 forages, ce sont les points bleus que vous voyez. En 2004, on en a réalisé 12, ce sont les points rouges. En 2005, 10, ce sont les points marrons. Et comme ce réseau était assez récent, datant des années 2000, alors que dans le reste de la France, on a parfois des points qui remontent aux années
au début des années 1900, on s'est basé sur 14 ouvrages qui existaient déjà. Alors 10 qui étaient suivis par le Conseil départemental du Finistère et 4 qui étaient suivis par la DAF du Morbihan. Donc ça permettait d'avoir une petite profondeur et d'avoir cet aspect historique, puisque le point le plus ancien, qui est basé dans le Morbihan à Pleuardut, a commencé à prendre des mesures en 1980. Alors donc, ces points, en fait, sont, comme je le disais tout à l'heure, des forages. Donc, c'est des forages qui font à peu près tous une trentaine de mètres de profondeur. Et l'objectif de ce réseau, en fait, c'est de mesurer en continu la profondeur des nappes phréatiques, son évolution entre les hautes eaux et les basses eaux. Alors, quand la ressource en eau est haute, on appelle ça plutôt, ou elle remonte, on appelle ça plutôt une période de recharge. Les fortes pluies vont venir alimenter les nappes phréatiques. Et au moment où cette ressource baisse, plutôt en étiage, on appelle ça la vidange. Alors, ce réseau nous permet d'améliorer nos connaissances sur les écoulements souterrains et également de mieux connaître les liens entre les nappes et les rivières. Donc, ça peut avoir des intérêts sur notamment les problématiques de sécheresse en étiage et au moment des hautes eaux également sur les phénomènes d'inondation. Alors, juste un petit mot sur la répartition de ces points. Donc, le Bergem a créé ce réseau de toutes pièces et on s'est basé sur différents critères. Alors, il y avait d'abord des critères régionaux. Il nous a fallu implanter des points dans les différentes formations géologiques de Bretagne. On s'est basé également sur les aspects climatiques pour avoir des points dans des secteurs où il pleut moins et où il pleut plus. Et on a essayé de garder une répartition assez homogène par département. Ensuite, on s'est basé également sur des critères locaux, choisi des points qui étaient en dehors d'une période, d'un secteur géographique où il y avait des pompages, donc c'est vraiment un niveau naturel. On s'est basé plutôt sur des plateaux où la variation du niveau de la nappe était plus élevée que quand on se positionne à proximité d'une rivière. Et puis on a également conventionné avec les différents propriétaires pour pouvoir accéder au site, qu'il y ait une certaine sécurité, une pérennité dans le temps. Et parfois, ces sites sont très proches de stations météo. Ça nous permet aussi de regarder les relations entre la pluie qui tombe et le niveau des nappes. Alors ensuite, comment marche ce réseau? Donc, les 52 forages correspondent donc au point de mesure. Donc, sur place, on a un forage qui capte donc un aquifère, une nappe phréatique. Dans cet aquifère, on a positionné une sonde de mesure qui nous permet d'avoir une mesure par heure sur place. Et le dispositif est équipé de moyens de télétransmission. Et donc, dans nos locaux à Rennes, ici, on a un ordinateur dédié qui interroge ces stations une fois par semaine. Et ensuite, donc, on regarde les données le lundi, en fait, en revenant au bureau, comme les interrogations se font le week-end. Et ces données, on les met à disposition du public, alors sous la forme de données journalières. On prend le maximum journalier. On les met à disposition sur la Banque nationale ADES. Donc, je vous ai mis le lien en bas de la page. Donc, grâce à ces données, on émet également des rapports, un rapport par an, et également des bulletins de situation des nappes. Alors, ces données dont je vais parler, ces mesures de fluctuation de niveau de nappe, vous les verrez donc dans le portail ADES, mais elles sont également accessibles dans le site internet SIGES Bretagne, donc SIGES comme système d'information pour la gestion des eaux souterraines. Et il y a également l'application InfoNapp qui existe sur smartphone, qui permet aussi de faire cette consultation. Alors, quand on regarde en détail un point sur le terrain, voilà, ça ressemble à ça. Donc, en surface, vous avez une buse en béton, un coffrage qui est fermé à clé, et tout autour, en fait, une dalle carrée qu'on appelle une dalle de propreté. Ensuite, quand on ouvre le couvercle, c'est l'image que vous avez en bas à droite, vous retrouvez le tubage bleu du forage qui dépasse du sol. Et dans ce forage, on a mis en place la sonde de mesure, alors que vous voyez en haut à droite. Donc, c'est une sonde pression. Elle est immergée en permanence dans l'eau. Et elle est reliée par un câble à un tube cylindrique qui est présent en surface, que vous voyez là, un tube de couleur grise. Et dans ce tube-là, en fait, vous avez une alimentation d'un modem qui permet de réaliser ces interrogations de la station.
Alors, je passe à la suivante. Donc, néanmoins, si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce réseau piézométrique, sachez qu'il y a un lien sur le CIGES Bretagne que j'ai mis en bas de page qui vous permettra d'avoir plus d'informations à ce sujet. Alors, grâce à ces mesures, en fait, donc là, je vous ai parlé de mesures régionales au niveau de la Bretagne, mais sachez donc que le BRGM fait ce travail-là sur la totalité du territoire français, en métropole et à l'outre-mer. Et notre organisme suit environ 1500 forages sur le territoire. Alors, ces 1500 forages nous permettent de participer au bulletin de situation hydrologique nationale, et donc le BRGM communique sur la composante nappe de ce bulletin. Alors, sous la forme d'une carte telle que vous la voyez en bas. Alors, c'est une carte qui est publiée, donc il y a 9 bulletins par an, à une fréquence à peu près mensuelle. Et sur cette carte, en fait, on représente, les forages sont représentés par des petits symboles. Alors, vous voyez des petits symboles et des gros symboles. Alors, les petits symboles correspondent à un forage. Et les gros symboles, en fait, c'est un cumul de plusieurs forages dans une grande nappe phréatique. Alors, sur les points, vous avez deux informations. Il y a une première information qui correspond à la forme du symbole. Si le symbole est un triangle orienté vers le haut, la nappe est en hausse. Si le triangle est orienté vers le bas, la nappe est en baisse. Et si on a un carré, c'est que la nappe est stable. Ensuite, la couleur du point correspond à un état statistique des niveaux du mois donné. Donc ici, vous avez une carte au 1er janvier 2017. Les points qui sont en rouge, c'est qu'on est inférieur à la normale. Et les points qui sont plutôt dans des couleurs bleues, c'est qu'on est supérieur. Voilà, donc vous avez sur cette carte l'évolution récente et l'état de remplissage. Donc c'est un outil qui est assez utile, notamment au service de l'État pour avoir des éléments dans le cadre des définitions des arrêtés sécheresse et parfois des mesures de restriction d'usage de l'eau. Et cette carte nationale que vous voyez, on la décline au niveau des régions et même parfois au niveau de certains départements. Alors donc, je vous parle justement du bulletin régional. Alors c'est peut-être d'ailleurs par l'intermédiaire de ce bulletin que vous nous connaissez, Flora et moi, puisqu'on vous le communique par mail. Alors si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous signaler et nous vous diffuserons ce bulletin s'il vous intéresse. Alors donc on émet 8 bulletins par an, du mois d'avril au mois d'octobre tous les mois, et ensuite au mois de décembre. Ces données sont archivées et consultées sur le CIGES Bretagne, donc vous pourrez également les retrouver. Alors de quoi se compose ce bulletin? Il se compose de 2 pages de texte, une page de carte régionale, telle que vous voyez en bas à droite de l'écran, et également de 2 pages où on illustre la situation d'un mois donné par des graphiques de mesure en fait, de ce niveau de nappe sur certains points bretons. Alors, sur cette carte régionale, vous allez retrouver exactement le même type d'informations que ce qu'on voyait au niveau national. Donc, vous voyez qu'on retrouve les symboles suivant l'évolution récente du niveau des nappes et les couleurs suivant le niveau des nappes un mois donné par rapport au retour historique de ce qui s'est passé. Donc là, par exemple, sur cette carte, on a le niveau à fin novembre 2016 et on regarde tous les mois de novembre des années passées pour voir où se situe ce niveau du mois de novembre. Et là, vous voyez que sur cette carte, on avait parfois des niveaux en rouge ou en jaune, donc on était plutôt sur des niveaux assez bas. Alors, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus récent, on vous a mis la dernière carte qui a été éditée par le BRGM, donc à la fin du mois de septembre. Donc, on a envoyé ce bulletin début octobre. Et sur cette carte, vous voyez que la situation était bien meilleure que celle de la page précédente, puisqu'on avait des couleurs de points plutôt dans les verts et dans les bleus, ce qui voulait dire que les niveaux étaient assez normaux pour la période, et parfois même un peu supérieurs, sauf dans le Finistère où on était plutôt inférieur. Alors, vous voyez également que les points sont plutôt présents sous la forme de carrés. C'est parce qu'en fait, vous avez dû voir qu'il y avait une reprise des pluies. Il y a eu également des très fortes précipitations début octobre. Et on est au moment où les nappes sont entre les deux, entre le fait de descendre et de remonter.
et elle commence cette période de recharge, de remontée du niveau des nappes. Alors, un petit commentaire sur ce réseau national. Donc, dans le cadre de ce réseau piézométrique national, on a un projet sur lequel on travaille actuellement qui s'appelle la météo des nappes. Donc, on a la volonté, en fait, de mettre à disposition nos mesures encore plus rapidement que via un téléchargement par un site Internet. Alors, donc, on a appelé ce projet météo des nappes pour aller justement au plus vite pour vous dire à quel moment on en est de la situation des nappes. Est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend, est-ce qu'on est bas, est-ce qu'on est haut? Donc l'idée, c'est de mettre à disposition en temps réel les mesures qui sont faites sur le terrain. On mettra également à disposition des mesures en termes de pluviométrie et également de débit de rivière sur ce site. Et on va également ajouter à ce site des mesures valorisées, c'est-à-dire qu'à partir d'une mesure de niveau de nappe, on va faire tourner un modèle qui va reconstituer ce niveau. Et une fois qu'on aura calé un modèle, on pourra se permettre de lancer des prévisions sur les 6 mois à venir. Et donc, ces prévisions, on va les afficher dans le site Internet, alors sous la forme de ce graphique-là. Alors, je vais essayer de l'expliquer. Donc, sur le site Internet, vous aurez une partie cartographique, qui sera celle qui est à gauche de l'écran. Donc, on se connectera à la date du jour. Donc aujourd'hui, le 16 octobre, on aura la situation d'une dizaine de points, pour l'instant, sur la France, à la date du 16 octobre. Ensuite, sur ces points, quand on cliquera dessus, on pourra accéder à des graphiques, et notamment le graphique que vous avez à l'écran, qui s'appelle Prévision. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril, on pourra lancer des prévisions de niveau de nappe, regarder comment pourront évoluer ces niveaux en fonction d'un scénario météo, et on pourra superposer ça également à des seuils sécheresse s'ils existent. Donc ça serait un outil assez intéressant puisqu'on pourrait avoir cette gestion en temps réel. On pourrait anticiper également le niveau à l'étiage, en fait, si on passe au-dessus ou en dessous des seuils sécheresse. Et puis on peut regarder l'évolution au jour le jour des liens nappe-rivière, puisqu'on affiche également le niveau de nappe, le débit de la rivière et la pluviométrie. Alors ensuite, je reviens sur les données piézométriques. Donc ici, on a pris l'exemple d'un point qui est dans les Côtes-d'Armor, sur la commune de Plouguenast. Alors sur Hadès, vous aurez la possibilité d'afficher donc le niveau de la nappe. C'est ce que vous voyez à l'écran, la courbe qui est assez continue. Donc ici, c'est la situation à justement début octobre. Là, vous voyez la remontée du niveau, tel que je l'expliquais tout à l'heure. Ensuite, sur ce graphique, on peut superposer les plus hauts niveaux connus en bleu, les marges d'escalier mensuelles que vous voyez en bleu, le niveau moyen en vert et le niveau le plus bas en rouge. Et ça nous permet en fait de situer ces niveaux par rapport à l'historique de mesure, à la profondeur de l'historique de mesure. Donc là, si on avait regardé ce qui se passait au mois d'octobre, on verrait qu'on est au-dessus des moyennes, du niveau moyen, et qu'on est en train de remonter. Donc la situation est quand même assez bonne. Alors sachez que sur l'onglet qui est mentionné avec la flèche rouge, là tout en haut, on peut passer sur différents graphiques avec des états, différentes statistiques qui peuvent être intéressants. Mais néanmoins, pour l'illustration, ce graphique me semble être intéressant pour vous expliquer à quoi correspondaient nos symboles en couleur sur la carte régionale. Alors, pour vous simplifier la tâche, puisque par le site internet Hadès, il faut un certain nombre de clics pour accéder aux données, on a créé avec Flora une page dédiée sur le CIGES Bretagne qui permet d'accéder directement aux données piézométriques régionales. Il y a un accès par département et ensuite vous avez en bas un lien Hadès qui est mentionné en fait dans un tableau, et en cliquant sur voir les courbes, vous accédez directement au graphique. Donc vous accéderez à un graphique de ce type-là, avec, vous voyez, des niveaux qui varient dans le temps, entre des niveaux hauts et des niveaux bas, et également des cycles annuels de je monte, je descends, je monte, je descends. Donc ça, c'est le cas pour les données des 52 piézomètres du réseau piézométrique.
Mais sachez également qu'on a une page identique sur le réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines qui est effectué par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et qui recense 55 points sur le territoire. Donc c'est pareil, vous pourrez visualiser par exemple l'évolution des concentrations nitrates au niveau d'un forage, ce qu'on appelle un qualitomètre suivi par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc on vous enverra le diaporama et vous pourrez cliquer sur ces différents liens. Voilà, donc ça termine cette première partie sur le réseau piézométrique. Je vais maintenant passer à la partie sur les essais de pompage. Sur les essais de pompage, il faut commencer par ce graphique en expliquant ce qui se passe quand on pompe dans un forage. Alors, avant de vous expliquer ce graphique, je vais parler plutôt d'un exemple concret. Donc, imaginez-vous que vous remplissez votre verre d'eau, là, au bureau ou chez vous. Vous remplissez un verre d'eau, vous mettez une paille dedans, et avec votre paille, vous aspirez l'eau qui est contenue dedans. Donc, vous allez faire descendre le volume du liquide, et donc tout va voir dans la bouche. Alors, si j'essaye de faire une analogie avec l'image que vous avez là, donc là, c'est une coupe géologique avec un forage qui va chercher de l'eau dans une nappe phréatique. Donc, sur ce forage, vous allez avoir un tube bleu qui est descendu dans le forage, donc qui est soit plein, soit crépiné. En fait, c'est par ce tube que va se retrouver le volume. Donc ça, c'est l'équivalent de la paille qui est dans votre verre. Ensuite, l'eau qui est dans votre verre, ça sera l'équivalent de mon aquifère, de la nappe phréatique. Et quand on va prélever de l'eau, eh ben, quand on prélèvera de l'eau dans le forage, en fait, on ne fera pas via en fait, notre bouche, on fera via une pompe immergée qui sera dans le forage et qui permettra de retirer cette eau. Alors, dans un aquifère, dans votre verre, le niveau il va descendre régulièrement et il sera à l'horizontale et il va descendre jusqu'au bas de votre verre, en fait, jusqu'à ce qu'il soit vide. Dans un forage, ça se passera un peu différemment. Ce niveau, en fait, il va être au début horizontal. C'est ce qu'on appelle un niveau à l'équilibre entre la pression de l'eau et la pression de l'air. C'est ce qu'on appelle le niveau statique. Et quand on va pomper dans un forage, il va se créer en fait ce qu'on appelle un cône de rabattement, c'est-à-dire un cône inversé et qui est lié en fait au milieu, c'est-à-dire à la nature de la roche. La roche ne va pas faire circuler l'eau à la même vitesse quand on va pomper dedans. Donc ce niveau qui est en mouvement, en fait, qui est représenté en turquoise sur cette carte, on appelle ça le niveau dynamique. Et donc la différence entre le niveau à l'équilibre, le niveau statique et le niveau dynamique, on appelle ça le rabattement de la nappe. Donc voilà, juste pour vous expliquer qu'il y a ce cône qui se forme. Alors ça, c'est ce qu'on voit avec une coupe en profondeur. Si on avait à regarder ce pompage depuis la surface, on ne verrait pas un cône, mais on verrait un cercle. Alors je continue. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc quand on fait un pompage dans une nappe, il y a un cône qui se crée, ce qu'on appelle un cône de dépression ou un cône de rabattement. Ensuite, en surface, quand vous regardez donc le forage vu du ciel, il faut imaginer que ce forage, plus on va pomper fort, plus il va aller chercher de l'eau loin. Et on essaye de définir cette zone comme la zone d'influence du forage, donc celle où le niveau varie entre le niveau à l'équilibre et le niveau en pompage. Donc cette zone d'influence, c'est un cercle souvent, et donc on le caractérise par son rayon pour savoir si je pompe dans mon forage, auprès de quel interlocuteur voisin de chez moi, je vais aussi influencer son niveau. Donc ça, le dernier point, j'en ai parlé. Donc la différence entre le niveau initial, le niveau statique, et le niveau en cours de pompage, le niveau de dynamique, donc c'est appelé le rabattement. Alors, quelques images complémentaires. Alors, on va d'abord regarder les deux images en haut. Alors, sur les 10 images en haut, nous sommes dans le même aquifère. Donc, imaginons un granit ou un schiste ou un sable. On va pomper à gauche faiblement, donc le niveau va descendre un peu. Et à droite, si on pompe plus fort, le niveau va descendre encore plus bas. Ensuite, les images du bas,
on va pomper la même quantité d'eau, mais on ne va pas le faire dans le même milieu. Donc à gauche, on va le faire plutôt dans un milieu sableux, où la perméabilité sera élevée. Donc, je vous rappelle que c'est un paramètre de vitesse de la circulation de l'eau dans la roche. Donc par exemple dans un milieu sableux. Et à droite, on va le faire dans un milieu avec une perméabilité faible. Donc par exemple un milieu argileux de pâte à modeler où l'eau va mettre beaucoup plus de temps à circuler dans la roche. Donc si on pompe au même débit, dans le sable, le niveau va descendre un peu et dans l'argile, il va descendre beaucoup plus parce que l'eau aura beaucoup plus de mal à venir alimenter le forage. Alors, ensuite, je vais parler des essais de pompage. Donc, les essais de pompage, en fait, ça sert à quoi? Alors, ça sert, en fait, c'est indispensable pour connaître les capacités de production d'un ouvrage. Alors déjà, ça va nous permettre de savoir à quel débit on va pouvoir utiliser notre forage. C'est ce qu'on appelle le débit d'exploitation. Ça va nous permettre de connaître la zone d'influence ou le rayon d'action du forage. Donc encore une fois, je fais un forage, j'ai un puits chez mon voisin, est-ce que je vais venir attirer l'eau de ce puits et faire descendre son niveau ou pas? Et ça va également nous permettre, via une sollicitation de l'aquifère, ça va nous permettre de déduire ces caractéristiques. Alors d'abord, ces paramètres hydrodynamiques, donc je vous rappelle T comme la transmissivité, et S comme le coefficient d'emmagasinement. Donc T, c'est plutôt un paramètre de vitesse de circulation, et S, c'est plutôt un paramètre de porosité. Quelle quantité d'eau on peut mettre dans une éponge. Donc ça va nous donner ces caractéristiques de l'aquifère, mais ça va également nous donner des informations sur la géométrie de notre aquifère. Est-ce qu'il est limité dans l'espace? Est-ce qu'il est grand, petit? Est-ce qu'il est épais, pas épais? Et est-ce qu'il y a un lien avec d'autres aquifères qui seraient au-dessus ou en dessous? Alors, néanmoins, avant de commencer un essai par pompage, il faut aussi collecter des informations au préalable pour bien connaître le contexte géologique, dans quelle roche on se trouve, et hydrogéologique, dans quel aquifère on va pomper, est-ce qu'il va être productif, pas productif, et si on va pouvoir pomper fort ou pas fort. Et il faut également connaître les caractéristiques du puits, enfin du forage où on va pomper. Il faut savoir comment il a été réalisé, où sont les crépines, où sont les parties percées du tube pour ne pas non plus les dénouer. Alors, les essais par pompage, il y en a deux différents. Il y a le premier, c'est ce qu'on appelle le pompage par palier ou l'essai de puits. Donc, on fait un essai au droit de notre forage. Et le deuxième, c'est un pompage de longue durée qu'on appelle aussi un essai de nappe, où on va plus caractériser l'aquifère. Alors sur le premier, on l'appelle par palier parce qu'on va faire un essai assez court d'environ 1 heure, et pendant 1 heure, on va pomper à un certain débit et on va pomper de plus en plus fort pour essayer de voir un peu en fait, ce que le forage a dans le ventre. Ensuite, donc, on va essayer de déterminer, grâce à cet essai, les caractéristiques de l'ouvrage, sa productivité, son efficacité, et ça nous permettra de savoir son débit critique, c'est-à-dire un débit à ne pas dépasser pour ne pas abîmer le forage, et donc son débit d'exploitation sur le long terme. Et si on ne fait pas cet essai par palier, on risque de mettre une pompe dans un forage, de pomper un peu au hasard, et d'abîmer, de détériorer l'ouvrage. Ensuite, le deuxième essai, c'est le pompage longue durée. Donc, on le fait sur une durée beaucoup plus longue. Alors, je ne l'ai pas dit, mais l'essai par palier, c'est souvent à peu près 8 heures. Et l'essai longue durée, ça peut aller de 2-3 jours jusqu'à 2 ou 3 mois. Donc, on va le réaliser à un débit constant, à un débit notamment plus faible que le débit critique. Et son objectif, ça va être de déterminer les caractéristiques de la nappe, les paramètres hydrodynamiques, et on va également pouvoir en déduire la zone d'influence du pompage. Donc on pourra calculer ce rayon d'influence et évaluer l'impact de ce forage sur le milieu environnement. Et là aussi, si on ne fait pas cet essai-là, on risque de surexploiter la nappe et peut-être aussi de vider le puits du voisin si on a mal évalué les distances.
Alors, sur cette image, en fait, je vous montre l'exemple d'un pompage par palier. Alors là, un pompage par palier, donc comme je le disais, c'est une succession de pompages de courte durée, souvent 1 heure, et on arrête également le pompage après pendant à peu près 1 heure. Et ça permet de déterminer donc le débit d'exploitation maximal lié au forage. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Alors, on représente en abscisse, on représente le temps en minutes. Donc là, je parlais de pompage d'1 heure, mais en fait, ils sont en réalité de 30 minutes. Donc on a commencé par pomper à un petit peu moins de 1 mètre cube heure pendant une demi-heure. Donc ça a fait descendre le niveau qui est représenté en ordonnée. Donc le niveau, vous voyez ici, il est entre 2 et 4 mètres de profondeur. Donc quand on pompe, le niveau descend. Ensuite, quand on arrête la pompe de 30 à 60 minutes, le niveau remonte. Ensuite, sur le second palier, on va pomper 2 fois plus fort. On passe de 1 à 2 mètres cube heure à peu près. Donc le niveau va descendre plus fortement. Ensuite, au bout d'une demi-heure, on arrête le pompage, donc le niveau remonte. Ensuite, on continue avec un troisième palier à environ 2,7 mètres cube heure. Le niveau va descendre, puis ensuite remonter quand on arrête la pompe. Et ainsi de suite, vous voyez, sur plusieurs paliers. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que petit à petit, le niveau, vous voyez, il descend doucement, doucement, puis tout d'un coup, il va s'effondrer. Et ça veut dire qu'en fait, on va dépasser ce débit critique. Alors, qu'est-ce qu'on représente également qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer le paramètre petit s. Alors, le paramètre petit s, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, c'est la différence entre le niveau statique et le niveau dynamique. Donc, c'est ce qu'on appelle le rabattement. On va faire la différence entre le niveau à la fin du palier et le niveau de la nappe au début du palier. Donc, sur le premier palier, vous voyez qu'on a baissé de 15 cm le niveau. Et sur le dernier palier, on l'a baissé de 1,52 m. Ensuite, ces résultats de débit et de rabattement que j'ai mentionnés sur ce graphique, là, sur 5 paliers, on va les représenter en fait sur un graphique. Alors, c'est ce que vous voyez ici. Donc, en abscisse, j'ai le débit et en ordonnée, le rabattement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, à peu près à 1 mètre cube heure, on avait 15 cm de rabattement. Donc, c'est le premier point que vous voyez à gauche. Puis ensuite, vous voyez les 5 points qui correspondent aux 5 paliers. Ensuite, on va tracer une droite qui passe par le 0. Et ensuite, on va tracer la deuxième droite quand le débit commence à baisser, quand le rabattement commence à baisser plus fortement. Et ces points, en fait, vont se croiser sur ce qu'on appelle le débit critique. Donc, ce débit critique, vous le voyez ici, il est d'environ 4 mètres cube heure. Donc, ce qui veut dire que si au niveau de mon forage, je dépasse ces 4 mètres cube heure, je risque de l'abîmer. Et si je pompe en dessous, je risque de pouvoir pomper ma nappe correctement et pouvoir utiliser mon forage. Donc, c'est ce qu'on a noté au-dessus. Là, au-delà de ce débit critique, il y a des écoulements turbulents qui peuvent créer des pertes de charge anormales. Donc, ça veut dire qu'on peut dénoyer les crépines ou on peut dénoyer également la pompe et donc l'abîmer. Et on peut aussi entraîner des particules fines du terrain. Donc, on peut abîmer en gros notre forage. Alors ensuite, le pompage longue durée. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on va pomper là à débit constant. Alors là, on a mis très souvent 48 ou 72 heures, donc 2 à 3 jours pour des petits forages. Mais sinon, pour des forages pour l'eau potable, souvent, ça dure plus environ 2 à 3 mois. Donc, on pompe à un débit inférieur au débit critique. On va suivre le niveau dans notre forage où on pompe, mais également dans des points tout autour qu'on va appeler des piézomètres. Ensuite, on va également suivre le niveau de la nappe qui va descendre, mais on va également le suivre au moment où on arrête le pompage pour savoir comment ce niveau remonte. Ensuite, en interprétant ce pompage, on essaye de mieux caractériser le milieu et ça nous permet d'avoir, par des interprétations, les paramètres de la nappe, donc le T et le S, transmissivité et coefficient d'emmagasinement. Et ça nous permettra aussi de savoir
à quel débit je peux utiliser pendant plusieurs années ce forage. Alors, quelques images pour vous montrer aussi à quoi ça ressemble quand on fait un pompage longue durée. Alors, en haut, vous avez le puits. Alors, on appelle ça puits, mais en fait, c'est le forage où on fait le pompage. Et en dessous, vous avez un piézomètre qui est situé peut-être à, je sais pas, on va dire une dizaine ou une vingtaine de mètres de notre forage pompé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le forage qui est pompé? Le niveau de la nappe va descendre au moment où on pompe. Il va d'abord descendre très rapidement, puis ensuite, il va plutôt se stabiliser. Donc, c'est pour ça que quand on est sur le terrain, on essaye de prendre un maximum de mesures au début du pompage, puis après, on espace notre pas de temps. Ensuite, quand le niveau est stabilisé, on va arrêter le pompage et on va suivre la remontée du niveau de la nappe dans le temps. Donc, c'est ce que vous voyez sur la deuxième partie du graphique. Ensuite, on va suivre également ces niveaux de nappe dans un piézomètre, qui, je vous le disais, donc, qui est situé à peu près, imaginons, à 10 ou 20 mètres de distance. Et en fait, le niveau dans ce piézomètre ne va pas baisser tout de suite. Il va y avoir un petit facteur retard qui est noté ici R. Mais à partir d'un certain moment, le niveau va descendre aussi dans ce piézomètre. Alors, il va descendre moins bas, puisqu'on va être sur les limites de notre zone d'influence, de notre cône de rabattement. Et quand on va arrêter le pompage, il va aussi remonter, mais peut-être pas immédiatement. Il y aura aussi un petit peu ce facteur de retard. Alors, je vous parlais tout à l'heure des paramètres de transmissivité et de coefficient d'emmagasinement. Donc, la transmissivité, on va pouvoir la déduire de la baisse du niveau, mais également de la remontée. Donc, on va représenter en fait un rabattement en fonction du log du temps. Ça, je vais vous le montrer juste après. Et le décalage temporel de réaction du piézomètre, ça va nous renseigner sur le coefficient d'emmagasinement, c'est-à-dire la porosité de l'aquifère. Alors du coup, dans notre contexte un petit peu plus breton, où on a un milieu fissuré ou fracturé, il est préférable de réaliser ces essais donc sur une durée un petit peu plus longue. Donc on parlait de 24 à 72 heures, voire plus, et de le faire durant l'été pour mieux caractériser les conditions les plus déficitaires en fait, de la nappe. Et en fait, ce pompage, il va nous renseigner également sur des limites étanches ou alimentées. Alors, je vais essayer de l'expliquer. En fait, une limite étanche, c'est quand on atteint, en fait, quand on va venir attirer l'eau, on va venir attirer l'eau à un endroit où l'eau ne circule plus. Ou alors, à l'inverse, une limite alimentée, c'est qu'on va venir rechercher une autre ressource en eau. Alors, ça peut être une autre nappe, ou ça peut être un lac, ou une zone humide, ou un marais qui est à côté de notre pompage. Et ensuite, donc, on va attendre une stabilisation temporaire des niveaux, c'est-à-dire qu'on va pomper jusqu'à ce que notre niveau soit à peu près à l'équilibre dans le forage avant d'arrêter la pompe. Alors ici, quelques exemples un petit peu plus clairs là, de ce que je vous disais tout à l'heure. Alors on va commencer par regarder le graphique du bas. Le graphique du bas, on représente en abscisse le log du temps et en ordonnée, on représente S le rabattement. Donc quand je vous montrais tout à l'heure une courbe qui était en train de descendre avec une forme exponentielle vers le bas et une stabilisation, ça sera plutôt la première partie de la courbe que vous voyez en bleu. Donc la partie que vous voyez en bleu, donc grâce à la pente de la droite, donc ce qui est noté DS, on va déduire le paramètre T, c'est-à-dire la transmissivité, et le T0, c'est-à-dire le retard d'un piézomètre à réagir par rapport à un pompage, ça nous donnera le coefficient d'emmagasinement. Alors ensuite, on va regarder les images qui sont au-dessus. Alors à gauche, vous avez une limite étanche. On pompe dans un aquifère qui est en vert, et quand le cône de rabattement atteint l'aquifère qui est en rouge, cet aquifère qui est en rouge, il va être beaucoup plus compact et avoir très peu d'eau souterraine. Donc à cette distance D, il va se passer quelque chose, c'est qu'à gauche, vous voyez en vert, à gauche du forage, vous voyez en vert le niveau qui descend selon le cône de rabattement. Et ce que vous voyez ensuite à droite, c'est que ce cône de rabattement, il va descendre beaucoup plus vite à droite du forage. Donc ça va être représenté sur le graphique du bas
par la courbe verte, où vous voyez que la pente de la droite, elle va s'effondrer, et elle va s'effondrer avec le double de la pente de ce qu'on a au début. Ensuite, à droite, en haut à droite, vous avez une limite, une limite alimentée, c'est-à-dire qu'on pompe, on a un forage qui est à côté de la mer ou d'un lac, et du coup, on va venir attirer l'eau de ce lac. Pareil, à la distance D. Et sur l'image que vous voyez en dessous, cette limite alimentée, en fait, on la représente sur la courbe rouge. Ça veut dire qu'en fait, la pente de la droite, elle va s'annuler et devenir horizontale, puisqu'en fait, on va venir attirer de l'eau qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas de notre nappe phréatique. Voilà. Alors, tout ça, c'est bien beau, c'est un peu de la théorie. Néanmoins, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder plutôt un cas concret. Alors, je vous ai montré ici un cas concret. Donc, on était dans l'exemple d'un forage qui était utilisé pour prélever de l'eau et irriguer un terrain de foot. Alors, c'est l'image que vous avez en haut à droite. Vous avez un forage. Vous voyez, il y a un petit cahier qui est posé sur une partie en verte, là. Donc, sous cette partie en verte, on peut ouvrir un capot et voir le forage. Et juste à côté, vous voyez, à quelques mètres, on a un puits. Et ce qu'on voulait savoir, c'est si on pompe dans le forage, est-ce que notre puits il va être influencé par ce pompage ou pas? Alors, ça peut aussi être le cas. Alors, avec la carte que vous avez à gauche, vous avez un projet de forage qui est représenté par un rond rouge. Et tous les points bleus que vous voyez autour, avec des flèches, correspondent à des forages. Donc, ça veut dire que quand on fait un forage, il faut aussi s'intéresser au fait que les voisins, ils ont sans doute aussi un forage et qu'il ne faut pas venir les ennuyer ou prélever également leur eau. Il faut que tout le monde arrive à s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de définir un rayon d'influence du forage. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'un cône de rabattement qui, quand on le regardait vu du ciel, avait la forme d'un cercle. Et vous voyez, on va essayer de tracer ces rayons fictifs, donc un rayon peut-être minimum et un rayon maximum. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire via un... Je vais vous montrer en fait comment on fait ce calcul de ces rayons. Alors, premier calcul, on va se baser sur un rayon théorique. Alors, on va essayer de le faire sans avoir réalisé un pompage sur le forage. Alors, comment on le fait? En fait, on va se baser sur la quantité d'eau qu'on pompe et la quantité d'eau qui va venir alimenter la réserve souterraine. Alors, la quantité d'eau qu'on pompe dans le forage, on va appeler ça le volume V, comme un volume annuel. Alors, dans l'exemple qui est en dessous, c'est noté exemple Q comme débit égale 25 mètres cubes par jour. Si on multiplie par 24 heures, on trouve 600 mètres cubes par jour. Et si on multiplie par 365 jours, on aura prélevé dans notre forage, enfin, on souhaite prélever dans notre forage 219 000 mètres cubes par an. Ensuite, on va regarder la pluie qui va venir alimenter notre réserve en eau souterraine. Donc, on va se baser plus sur la pluie efficace. Et on va prendre une valeur, on va estimer que 40% de cette pluie s'infiltre dans la nappe ou 60% de cette pluie s'infiltre dans la nappe. Donc, dans l'exemple du dessous, on a une pluie efficace à 400 mm qui représente 0,4 mètres d'eau par an. Ensuite, la surface au sol qui va être concernée par ce volume et cette pluie va être calculée sous la forme suivante. Donc, la surface au sol, ça va être le volume divisé par un certain pourcentage de cette pluie efficace. Alors, en dessous, vous avez un exemple. Le volume, on le retrouve donc... alors, la surface, on l'appelle grand S. On va donc diviser le volume, donc les 219 000 mètres cubes par an. On va les diviser par 40% de la pluie efficace, donc de 0,4 mètres, ou 60% de 0,4 mètres. Donc, dans le premier exemple, on a 137 hectares qui sont influencés. Et dans le deuxième exemple, on a 91 hectares qui sont influencés. Il pleut un peu plus, donc c'est plus faible. Donc, ça correspond à des rayons de 660 mètres dans le premier cas et 539 mètres dans le second cas. Alors ensuite, cette surface, c'est la surface d'un cercle. Donc la surface d'un cercle, c'est pi R2, et c'est comme ça qu'on en déduit, depuis une surface, le rayon.
Donc, grâce à ça, on peut avoir une idée de quelle serait l'influence de mon forage sans avoir fait de pompage sur le secteur. Et donc, jusqu'à quelle distance je vais baisser le niveau de la nappe. Alors ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir un calcul réel. Alors, le calcul réel, on ne peut le faire que si on a interprété un pompage d'essai et qu'on a calculé les paramètres hydrodynamiques de l'aquifère, donc la transmissibilité en mètres carrés par seconde, et S, le coefficient d'emmagasinement qui est sans unité. Alors, comment on s'y prend? On calcule avec cette formule 1,5 racine de TT sur S. Alors, le grand T, c'est la transmissibilité. Le petit t, c'est la durée du pompage en secondes. Et le grand S, donc le coefficient d'emmagasinement. Donc, grâce à cette formule, vous voyez que plus on va pomper longtemps, plus ce rayon il va s'agrandir. Alors, pour prendre un exemple de calcul, je vous donne quelques valeurs. En transmissibilité 1,5, 10-2 mètres carrés par seconde. En durée de pompage, 24 heures. Et en coefficient d'emmagasinement, on va imaginer que c'est 10%. Donc, du coup, on va faire ensemble ce calcul. Alors, la transmissibilité, elle est en mètres carrés par seconde, donc l'unité est bonne. La durée du pompage, elle est de 24 heures, donc il va falloir la convertir en secondes, comme on a des secondes avec la transmissibilité. Donc, ça donne 86 400. Et le coefficient d'emmagasinement, je vous disais 10%, donc ça va être 0,10. Donc la formule, je vous disais 1,5 racine de TT sur S, donc on va faire ce calcul, et ça va aboutir au résultat d'environ 170 mètres. Donc là, ça permet d'avoir une idée précise de ce rayon réel. Alors néanmoins, comme vous l'avez vu, il faut connaître les paramètres T et S. Alors pour connaître ces paramètres, ce qu'on peut vous conseiller si vous n'avez pas fait de pompage, c'est d'aller consulter 2 pages du CIGES Bretagne qu'on a mis là, où on vous donnera des gammes de valeurs de ces paramètres dans différentes formations géologiques. Alors ensuite, je passe au point suivant. Alors, ce qui peut arriver également, c'est que sur un territoire, on n'a pas qu'un seul pompage à un endroit donné, mais qu'on en ait plusieurs. Alors, je prends l'exemple, par exemple, d'un serriste qui est en train de produire des tomates. Il va avoir pour alimenter ses serres un forage, mais peut-être un autre, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et donc, quand il va pomper dedans, en fait, les cônes de rabattement vont venir s'ajouter, et il va donc pomper cet aquifère. En fait, les pompages vont avoir une influence les uns sur les autres. Et du coup, ça peut entraîner une zone d'influence beaucoup plus importante. Dernier point sur ces pompages, je vais parler de la surexploitation d'un ouvrage. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Si on ne réalise pas bien les essais par pompage, on pourra abîmer l'ouvrage. Et donc, dans les causes en fait, de cette surexploitation, il y aurait le non-respect du débit critique, on pompe trop fort, ou alors on a mal fait le forage, ou alors, encore une fois, on le pompe trop fort. Alors, quelle est la conséquence de cette surexploitation? C'est on va augmenter le rabattement, c'est-à-dire la nappe va descendre trop loin. On risque de dénoyer les crépines. Donc, ça peut, si on dénoie ces crépines, on peut venir mettre de l'oxygène dans certaines formations géologiques. J'ai parlé mardi de la pyrite, qui pouvait donner de la rouille dans un forage. On peut aussi entraîner des particules fines dans le trou du forage et donc l'abîmer. Et tout ça, ça fait diminuer sa productivité. Et puis, on peut également dénoyer la pompe, notamment par des processus de marche-arrêt de la pompe, c'est-à-dire on pompe quand on a besoin très fort et puis on s'arrête. Et du coup, également, si on est à proximité du littoral, on peut attirer de l'eau salée. Alors, quelles sont les solutions pour éviter ça? C'est évidemment donc de faire un essai de pompage, comme je vous l'ai expliqué, notamment le pompage par palier. Mais on peut aussi descendre des appareils dans le forage, comme par exemple une caméra. Alors, vous avez des images à droite, où on a une caméra qui est descendue dans le forage et qui va aller voir l'état des crépines. Alors, vous voyez que parfois, ces crépines, elles seront, le trou sera bien libre, donc l'eau pourra bien se remplir dans le forage, mais parfois, elles seront totalement bouchées par les matériaux ou le terrain qui est capté de l'aquifère.
Ensuite, on peut utiliser également un micro-moulinet. C'est une hélice qu'on descend dans le forage et cette hélice tourne quand on recoupe des arrivées d'eau. Ça permet de voir si le forage est aussi productif. Alors, les essais de pompage par palier, on peut aussi les renouveler. Une fois qu'on l'a fait, on peut utiliser le forage pendant plusieurs années, par exemple 5 ans. On refait un essai de pompage par palier au bout de 5 ans et on regarde si on a le même débit critique ou pas. Si on a perdu ce débit, si on a perdu du débit, on peut aussi nettoyer le forage, soit par un brossage. Alors vous pouvez imaginer avec les photos qu'il y a sur la droite que si on descend une grosse brosse dans le forage, on va venir nettoyer son intérieur et peut-être déboucher ses trous. Ou alors on a une autre technique, c'est l'airlift. On souffle très fort dans le forage et tous les dépôts, toutes les particules fines, on va les faire sortir de ce forage. Voilà, donc j'en arrive à la fin de ces 2 premières parties. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne peut-être 5 ou 10 minutes de questions, si vous en avez. Donc n'hésitez pas. Et après, on va poursuivre cette présentation. Alors, du coup, là, ce qu'il va falloir, c'est brancher votre micro, si vous avez une question, ou alors, encore une fois, la proposer par le forum de discussion. Est-ce que vous avez des questions? Ou tout était clair? Non. Peut-être il y a eu des remarques tout à l'heure, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Non, il n'y a pas de remarque particulière. D'accord. En attendant, peut-être, si jamais... Ah, je vois que... Bonjour, Émilie Colossi, Cossage Argouette Gorgouelou. Oui. Moi, je me posais la question, mardi, on a dit qu'on avait une connaissance partielle des forages existants, notamment forages agricoles. D'accord. Comment on s'y prend concrètement pour avoir une connaissance, pour prendre en compte les autres forages autour ou les autres ouvrages autour, ce que vous venez d'expliquer là sur les zones d'influence Oui. du forage. Voilà. Comment concrètement on fait si on n'a pas, compte tenu du fait qu'on n'a pas une connaissance complète de tous les ouvrages existants? D'accord, merci pour la question, Émilie, et c'est parfait. En fait, merci d'avoir posé parce que ça va rejoindre une question que Jérôme Vassal avait également posée sur ces aspects de déclaration de forage et connaissance notamment de ceux qui ne se sont pas déclarés. Alors, première chose, donc on vous a cité mardi des exemples comme Infoterre ou comme le CIGES qui permettent d'afficher les points d'eau qui existent autour d'un secteur où on veut faire un forage. Donc ça, c'est la première chose. Néanmoins, comme on l'a bien dit, tout n'est pas recensé. En fait, nous, on met à disposition dans ces sites internet les données qui ont été déclarées, mais celles qui ne sont pas déclarées, on n'en a pas connaissance. Alors, quelles sont les solutions du coup pour avoir un inventaire exhaustif? C'est déjà, vous, si vous passez sur le terrain ou si vous connaissez des interlocuteurs qui sont capables de vous dire, là, il y a un forage, ça serait bien que le BRGM le rajoute dans sa base. Si vous nous envoyez des informations, du type savoir exactement où il se situe, des coordonnées, une profondeur, peut-être une date de réalisation, savoir ce que c'est, si c'est un puits, un forage. Vous pouvez nous envoyer ces informations et on les rajoutera dans les bases de données, comme ça vous les verrez. Ou aussi l'autre solution, c'est les services de l'État en fait, qui effectuent un certain nombre de contrôles sur le terrain. Alors soit des contrôles directement de forage, au titre de la loi sur l'eau. C'est ce qu'on fait aussi avec Flora. On passe sur le terrain pour aller contrôler ces ouvrages. Ou alors, quand ils font des contrôles agricoles ou directives nitrates ou autres sur des exploitations, ils nous remontent également des informations en disant « j'ai vu un forage, voilà ses caractéristiques » et donc compléter votre base de données. Donc ça peut être une solution pour avoir un travail un petit peu plus exhaustif. Et je vais donner une dernière réponse. La dernière réponse, ça serait aussi d'avoir une enquête sur le terrain et d'aller voir à l'endroit où on veut faire un forage si les voisins ont un forage, s'ils ont connaissance par d'anciens forages qui ont été réalisés ou depuis anciennement utilisés aussi ou actuellement utilisés par la commune. Donc ça serait un petit peu les solutions ou les pistes qu'on pourrait évoquer. Est-ce que, je vois que Jérôme Vassal est là, est-ce que ça répond également à votre question?
Alors, merci d'allumer le micro. Bonjour Bruno. Oui, c'est bonjour. moi qui avais posé cette question, Bruno. Pardon? Je n'ai pas posé de questions là, Bruno. Ah d'accord. Ah, bah alors, pardon, c'est qu'on avait… Charlotte nous avait dit que vous aviez posé la question oui, lors de l'enquête de. Ok, désolé, je me suis absenté un tout petit instant, d'accord. Ah bah oui, tout à fait. Donc, c'était par l'intermédiaire de l'enquête que Charlotte nous a relayé cette question. Donc, on s'est permis d'essayer d'y répondre en même temps. Ouais, bah merci beaucoup. OK. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça n'a pas l'air. Charlotte, est-ce qu'on poursuit ou Oui, on peut poursuivre. on peut Et poursuivre? je suis en train de me dire, je vais en profiter pour la prochaine session de questions pour regarder s'il n'y a pas eu d'autres questions dans l'enquête depuis la dernière fois. Oui, comme ça On fera permettra un d'y retour répondre. après. D'accord. Merci. Et pendant la dernière session de questions, donc à la fin de la présentation, on pourra également échanger sur vos besoins de connaissances sur les eaux souterraines, éventuellement, si on n'a pas répondu à toutes les questions, s'il y a encore certaines interrogations sur vos territoires, des exemples concrets, n'hésitez pas à nous en faire part également. Voilà, on est là aussi pour échanger et répondre à vos demandes, même si ça va au-delà des présentations qu'on aura pu faire pendant ces 3 webconférences. J'ai une petite question, bien Oui. si possible. Oui, sans donc, problème. tu as évoqué plusieurs fois le rôle de la pyrite dans la dénitrification des eaux souterraines. Quand des forages sont faits donc en deçà des zones de pyrite, c'est dénitrifié, on trouve souvent du fer, du manganèse. Est-ce que cette oxydation des métaux peut pas, à terme, boucher les fissurations du sous-sol et donc diminuer la transmissivité géologique et donc l'alimentation des forages? Oui, alors… Globalement, poser des problèmes dans le futur, quoi. Oui, c'est clairement le cas. Alors, la pyrite, en fait, elle va effectivement dégager du fer. Et si ce fer se retrouve en contact avec l'air, donc si le forage est trop pompé et qu'on dénoie en fait le secteur géologique où on a cette pyrite, ça va créer du fer. Donc, on va avoir une eau rouge. Et cette eau rouge, elle va venir abîmer notre pompe. Donc, il y a de grandes chances qu'il faille changer la pompe parce qu'elle va s'encrasser. Et c'est pareil pour les crépines. Alors, on va abîmer donc notre forage. Par contre, on n'abîmera pas en fait la transmissivité, c'est-à-dire le paramètre en fait de vitesse de l'aquifère. Celui-là, en fait, il va rester identique. Par contre, c'est notre forage qu'on ne pourra plus utiliser. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de différentes solutions, hein, d'aller inspecter avec une caméra dans le fond du forage, de venir le brosser, le nettoyer. Ou alors, il y a aussi une autre solution. Là, je reviens à l'exemple en fait de superposition des pompages ou de pompage trop fort. Au lieu d'utiliser un forage par à-coup, c'est-à-dire en prenant la pompe avec du tout ou rien, c'est-à-dire je pompe très fort ou je pompe pas du tout fort, c'est de pomper, de vanner en fait la pompe, de pomper à un petit débit pendant beaucoup plus longtemps. Ça fera descendre moins bas le niveau de la nappe et du coup, ça nous amènera moins de fer aussi dans le forage, qui pourra se mettre plutôt dans le bas du forage comme un agglomérat, et donc on aura une eau plus claire en surface qui pourra être pompée plus doucement. Ma question, c'était aussi, est-ce que les nitrates provenant de la surface peuvent pas avoir ce rôle d'oxydation de la pyrite et donc à terme provoquer cette accumulation de fer, non seulement dans les forages, dans les pompages, mais aussi dans les fissurations du sous-sol? Alors, cette réaction de dénitrification, là, elle n'existe pas partout, parce que toutes les roches n'ont pas de la pyrite. Et quand elles en ont, il faut effectivement que le milieu soit assez nitraté pour avoir cette réaction en route. Donc, ce que tu évoques, en fait, ça va effectivement arriver, ça va exister dans des secteurs où il y a beaucoup de pyrite. Et si ces secteurs sont très pompés, mais s'il n'y a rien qui se déroule, c'est-à-dire soit pas d'apport de nitrate à un secteur donné, soit pas des pompages très forts qui viendraient amener de l'oxygène à
à ces bactéries ou à ces milieux, en fait, la réaction ne se produira pas. D'accord. Parce que moi, je pensais que l'oxygène dénitrate, tu vois, amenait la réaction chimique et risquait de colmater à terre. C'est généralement sur les mêmes secteurs, les grosses exploitations industrielles, où il y a beaucoup de nitrate en surface, et des gros forages pour l'exploitation juste en dessous. Voilà, c'était ma question. D'accord, bah oui, oui, c'est effectivement des ouvrages qui pompent aussi très fort au niveau des industriels, mais très souvent, en fait, les forages sont vannés et ils ont fait ces essais par pompage et ils ont aussi une bonne connaissance des débits critiques et logiquement, les autorisations dont ils disposent, en fait, sont basées sur des essais par pompage et des interprétations. Donc, du coup, logiquement, ces ouvrages sont bien utilisés si la réglementation est respectée. Parfait. Donc, je passe la parole à Flora pour la suite. Alors, je vais repartager le diaporama pour la suite. On va passer à la partie sur la réglementation applicable au forage d'eau, aux puits et aux sources. Ah, alors, ça n'a pas fonctionné. Je recommence. Ah non, là, on est bon. à la première diapo, donc ça va pas être très pratique. Bah, tu peux passer sinon. Tu peux passer sinon. On avait eu le même souci énorme. Ouais. Oh là là. Bon. Petit souci technique, tout a disparu. On recommence. Je crois que c'est quand on lance le diaporama, en fait, on revient automatiquement à la première diapositive. Je fais un essai. Désolée pour les soucis techniques. Ça apparaît, ça redisparaît. Voilà, là, ça devrait être bon. Alors, on est passé donc à la partie réglementation. C'est pas toujours la partie la plus sympathique parce que, comme vous allez le voir par le schéma juste sur la diapositive suivante, ça reste assez complexe. Il faut savoir que dans le site internet CIGES Bretagne, vous avez une rubrique réglementation qui reprend toutes les informations à différentes échelles, la réglementation au niveau national, mais aussi au niveau régional éventuellement, départemental ou plus local. Donc, vous pourrez également retrouver ces informations-là sur le CIGES Bretagne. Alors, que se passe-t-il quand on fait un forage d'eau? En fait, on a beaucoup de questions à se poser, qui sont résumées ici sur cet organigramme, sur lesquelles on a rajouté petit à petit les différentes réglementations qui se sont ajoutées. Normalement, il y a une mise à jour d'une plaquette forage qui est en cours et qui est prévue, et donc on devrait avoir quelque chose d'un peu plus joli et agréable à regarder d'ici l'année prochaine. Alors, quand on est propriétaire d'un futur forage, on doit se poser, selon l'ouvrage et selon les réglementations applicables, les obligations vont être différentes. La première question à se poser, c'est la question de la profondeur du forage. Actuellement, si on fait un forage de plus de 50 mètres de profondeur, on est soumis à une demande d'examen au cas par cas réalisée par la DREAL Bretagne. Et donc, j'y reviendrai juste après dans la suite de la présentation pour vous expliquer un peu plus la procédure. Si on ne rentre pas dans ce cadre-là, on doit ensuite se poser la question de la présence de... Est-ce qu'on se trouve dans une installation classée pour la protection de l'environnement? Donc, par exemple, un élevage assez conséquent, donc une installation classée élevage ou une industrie. Dans ce cas-là, la procédure est particulière et en fait, notamment pour les installations classées qui sont soumises à autorisation, quel que soit le volume qu'on prélève, l'ouvrage va être réglementé et va devoir faire l'objet d'un document d'incidence. Donc, adressé à différents organismes,
La DREAL va se charger de l'instruction pour les installations classées industrielles, et c'est la DDPP, Direction départementale de la protection des populations, qui va se charger de l'instruction pour les dossiers ICPE élevage. Si jamais on n'est pas en installation classée, on passe dans les colonnes situées à gauche de l'organigramme. Il va falloir se poser la question du volume. Si on prévoit moins de 1000 mètres cubes, si on prélève moins de 1000 mètres cubes par an, on est soumis à la réglementation sur les forages à usage domestique. Et là, il va y avoir besoin d'une déclaration en mairie. Les mairies ont rempli un formulaire papier que les mairies ensuite intègrent sur un site internet de télédéclaration. Si on prévoit plus de 1000 m3 par an, là, on va être soumis à la nomenclature loi sur l'eau. Et donc là, les questions suivantes à se poser, la procédure va être divisée en 2 temps. Tout d'abord, on va s'occuper du forage, de l'ouvrage, et on va devoir en faire une déclaration préalable. Et ensuite, en fonction du volume qu'on va prélever, le prélèvement pourra également être soumis à déclaration ou autorisation. Donc, vous voyez beaucoup de couches différentes réglementaires et plusieurs étapes pour la déclaration d'un forage. Donc, cette partie-là, tout ce qui est en vert, c'est la DDTM qui va s'en charger. Il faut savoir aussi qu'il y a une autre réglementation qui s'applique, c'est le code minier. Et en fait, tout forage de plus de 10 mètres de profondeur doit faire l'objet d'une déclaration au titre du code minier, 1 mois avant les travaux. C'est transmis à la DREAL Bretagne et ça nous est transmis également, nous, au BRGM. En plus de toutes ces réglementations, il faut également savoir quel est l'usage du forage, parce que s'il y a un usage alimentaire, le prélèvement d'eau va être soumis à autorisation au titre du Code de la santé publique et donc déclaré auprès de l'Agence régionale de santé. Toutes les prescriptions générales qui sont applicables au forage et au prélèvement sont fixées par des arrêtés nationaux, les arrêtés du 11 septembre 2003, qui sont maintenant complétés par des arrêtés départementaux. Donc, voilà un premier aperçu de la réglementation. Maintenant, je vais vous détailler un petit peu les différents textes qui s'appliquent. C'est surtout pour savoir quand vous avez un forage ou quand il y a un projet de forage sur votre territoire, quelle réglementation va être applicable et où trouver les différentes informations. Donc ici, je vous rappelle la déclaration au titre du code minier et le lien vers le formulaire de déclaration qui est disponible sur le site de la DREAL Bretagne. Il faut savoir que la déclaration code minier, c'est une déclaration préalable, mais qu'il faut qu'on ait reçu nous, au BRGM les dossiers de fin de travaux, donc une fois que l'ouvrage a été fini, pour qu'on puisse les bancariser dans la banque du sous-sol. On ne bancarise pas un forage quand on reçoit une déclaration préalable, parce qu'on n'est pas sûr que l'ouvrage soit réalisé, et surtout, on n'est pas sûr de sa localisation exacte. Donc nous, il nous faut vraiment les informations sur la localisation exacte pour pouvoir le bancariser dans la banque du sous-sol. Les arrêtés du 11 septembre 2003 et les arrêtés départementaux, je vais y revenir juste après. Les ouvrages qu'on appelle loi sur l'eau sont soumis au Code de l'environnement. Il faut faire un dossier d'incidence ouvrage quand le volume est supérieur à 1000 m3 par an. C'est ce que je vous expliquais sur la diapo précédente. Et en fonction du volume qu'on prélève, si le volume est supérieur à 10 000 m3 par an, là, il faut déposer également un dossier d'incidence prélèvement. Et tous ces dossiers sont envoyés à la DDTM. Quand on réalise un ouvrage dans le cadre d'une ICPE, là, c'est la DREAL ou la DDPP qui se charge de l'instruction. Et les forages domestiques, donc ceux qui ont un prélèvement annuel inférieur à 1000 m3, sont déclarés en mairie via un formulaire CERFA. Vous avez sur cette diapositive les intitulés exacts des 2 arrêtés du 11 septembre 2003, donc qui fixent les prescriptions générales qui sont applicables au sondage, forage, création de puits ou d'ouvrages souterrains, soumis à déclaration en application de 2 articles du Code de l'environnement, donc c'est les nomenclatures eau. Dans cet arrêté, vous trouvez les dispositions générales applicables au forage et les dispositions techniques, notamment les conditions d'implantation, les conditions de réalisation et d'équipement, également les conditions de surveillance et d'abandon. Donc c'est un texte de loi, c'est pas toujours très lisible, hein, beaucoup d'articles
dans ce texte, mais il existe un guide d'application de l'arrêté. Je vous ai mis le lien également dans la suite du diaporama. Il y a également un deuxième arrêté à la même date qui, lui, fixe les prescriptions qui s'appliquent aux prélèvements qui sont soumis à déclaration. Un exemple illustré d'un article de l'arrêté du 11 septembre 2003, c'est sur les distances qui s'appliquent, les critères d'implantation des différents forages. Donc, en fait, aucun forage ne peut être effectué à proximité d'une installation qui est susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines. Ça, c'est l'article 4 de l'arrêté qui définit des distances en fonction des différentes activités. Par exemple, un forage ne peut pas se trouver à moins de 35 mètres d'un bâtiment d'élevage et de ses annexes, d'ouvrages d'assainissement collectif ou individuel, d'épandage et de stockage et de manipulation de produits phytosanitaires. La distance passe même à 50 mètres pour l'épandage. Si l'eau est destinée à la consommation humaine ou à l'arrosage de cultures maraîchères, c'est pour éviter des contaminations bactériologiques. Il y a également une distance de 200 mètres à respecter au niveau des décharges et des stockages de déchets. Il faut savoir aussi que l'implantation des forages, elle est réglementée dans les périmètres de protection des captages d'eau potable. Selon les captages et selon les déclarations d'utilité publique de ces captages, la réalisation d'un forage va être soit interdite, bon, dans le périmètre de protection immédiate, elle est toujours interdite, mais dans le périmètre de protection rapprochée, elle peut être interdite, mais parfois elle peut être autorisée sous certaines conditions. Donc ça, c'est à vérifier aussi dans le cadre de chaque forage d'eau potable. Quand on voit ces distances, on se rend compte qu'il faut forcément identifier et tenir compte des plans d'épandage qui existent, notamment si le forage est réalisé en limite de propriété. Il faut tenir compte de ce qui se passe dans le champ du voisin, par exemple. Et donc maintenant, dans le cadre des arrêtés départementaux forage, une zone de protection de 5 mètres par 5 mètres doit être établie autour de la buse, avec sans activité dépôt et entretien autre que mécanique. C'est notamment valable quand le forage se situe dans une pâture où il pourrait y avoir des animaux qui viennent à proximité. On isole le forage et on le protège, notamment pour les contaminations bactériologiques, avec une clôture. Je vous ai parlé des distances par rapport à l'épandage. Pour les produits phytosanitaires, par contre, c'est seulement l'interdiction, elle est seulement à moins d'1 mètre du forage. Il n'y a pas de réglementation plus contraignante. Pour compléter ces arrêtés du 11 septembre 2003, les différents départements bretons ont décidé de réaliser en concertation un arrêté préfectoral forage. Il y a une version régionale qui a été validée en intermisaine en 2015, mais chaque préfet de département a ensuite signé cet arrêté en faisant des petites modifications à la marge. Vous avez ici les dates de signature et les liens vers les 4 arrêtés. Voilà, le premier a été signé dans le Finistère en 2016 et le plus récent en Ille-et-Vilaine en 2019. Il faut savoir que l'arrêté des Côtes-d'Armor est en cours de révision. Ces arrêtés viennent compléter l'arrêté national, notamment pour préciser certains points qui pouvaient rester assez flous dans la réglementation nationale. On vous a parlé de la cimentation à réaliser au niveau d'un forage, la cimentation de 5 cm sur 10 mètres de profondeur tout autour du forage dans l'espace annulaire pour éviter une contamination des eaux de surface, une contamination des eaux souterraines par les eaux de surface. Donc là, la profondeur et l'épaisseur de la cimentation a été précisée dans ces arrêtés. Il y a également un point de vigilance sur les forages réalisés en milieu littoral. Où on a besoin de suivre la conductivité pour éviter d'attirer le biseau salé. Quand on réalise un forage, il faut faire attention, si on est également connecté au réseau public, de ne pas avoir de communication entre le réseau public et l'eau du forage. Dans l'arrêté, dans l'arrêté national, on parle d'installer une pièce de plomberie particulière, un disconnecteur qui empêche tout retour d'eau depuis le forage vers le réseau public. Mais il existe une solution qui est moins coûteuse et parfois plus facile à mettre en œuvre. C'est seulement la déconnexion physique des réseaux. En fait, aucune communication possible entre les deux réseaux. Ça a été rajouté dans l'arrêté, parce que souvent on se retrouvait avec des installations non conformes, où du fait du coût du disconnecteur, il n'était pas installé. Il y avait seulement une vanne ou un clapet anti-retour, ce qui n'était pas sécuritaire. Et finalement, il vaut mieux déconnecter complètement les deux réseaux
c'est souvent plus simple à mettre en œuvre. Comme je vous l'ai dit, les arrêtés nationaux datent de 2003, donc se poser la question de la mise en conformité des forages et des puits qui sont plus anciens. Donc il y a également des précisions qui sont apportées à ce niveau-là dans les arrêtés départementaux. La durée des essais de pompage a aussi été précisée dans ces arrêtés en fonction d'une norme AFNOR qui existe sur les forages et la clôture de 5 mètres par 5 mètres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous retrouvez ici les ouvrages, la nomenclature eau et donc les différents seuils pour les volumes qui sont applicables au forage. Donc, le volume supérieur à 1000 m3, il faut faire un dossier d'incidence pour le forage. Donc, c'est au niveau de la nomenclature eau, c'est la rubrique 1110. Et le prélèvement, c'est au niveau de la rubrique 1120. Donc, entre 10 000 et 200 000 m3, le prélèvement va être soumis à déclaration et au-delà de 200 000 m3, soumis à autorisation. Quand on se trouve dans une ICPE, là, c'est des textes particuliers qui s'appliquent. Je ne vais pas vous les détailler ici. Ça dépend, il y a différents aussi statuts d'ICPE soumis à déclaration, autorisation ou enregistrement. Mais il faut savoir que la procédure installation classée prévaut sur la procédure loi sur l'eau dans ces cas-là. Actuellement, depuis le décret d'août 2016, il y a une nouvelle procédure qui s'est installée, une procédure préalable avant de réaliser un forage. Les forages d'approvisionnement en eau qui ont une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres sont susceptibles d'être soumis à une évaluation environnementale à la suite d'un examen au cas par cas réalisé par l'ADREAL. En fait, on remplit un formulaire à CERFA de demande d'examen au cas par cas qu'on transmet à l'ADREAL. Et l'ADREAL, selon certains critères, va juger si le forage nécessite une étude d'impact préalable avant son implantation. Donc ça, c'est une réglementation qui s'est ajoutée. Alors, l'examen au cas par cas ne concerne pas que les forages, mais il y a une rubrique particulière qui concerne les forages. Il y a également la disposition 7 du stage 2016-2021 qui s'intitule « Maîtriser les prélèvements d'eau » qui s'applique au forage et qui va conditionner la possibilité ou non de réaliser un forage d'eau selon les territoires, notamment avec deux rubriques. La rubrique 7B2 qui concerne les bassins avec une augmentation plafonnée des prélèvements. Ça s'applique à tous les bassins versants bretons. Et la rubrique spécifique 7B3, bassin avec un plafonnement au niveau actuel des prélèvements à l'étiage qui concerne seulement le stage Vilaine. Donc, quand on réalise un nouveau forage, la police de l'eau va vérifier qu'on n'atteint pas les quotas qui ont été attribués par bassin versant sur la période 2016-2021 avant de pouvoir réaliser le forage. Les prélèvements d'eau potable vont être exclus des quotas, c'est-à-dire qu'on peut réaliser un nouveau prélèvement d'eau potable. Par contre, ils sont pris en compte dans les bilans. Donc, une fois qu'on a réalisé un prélèvement d'eau potable, il rentre en compte dans le volume total qui peut être prélevé sur un bassin versant. Un cas particulier, c'est la réglementation qui s'applique au forage de géothermie. Donc, la géothermie, c'est l'utilisation de la chaleur du sous-sol pour pouvoir chauffer des bâtiments. Il y a maintenant, depuis 2015, une nouvelle réglementation sur les forages géothermiques dits de minime importance. Qu'est-ce que c'est un forage géothermique de minime importance? Ça va être un forage qui est inférieur à 200 mètres de profondeur. C'est ce que vous avez indiqué sur le schéma en jaune orangé. Une puissance installée de moins de 500 kW et une température de l'eau inférieure à 25 degrés. Ça concerne la plupart des installations géothermiques qui sont réalisées en Bretagne. Il y a des décrets qui vont définir et encadrer la réglementation, des arrêtés également. Et en fait, la déclaration de ces forages, maintenant, s'effectue en ligne sur le site géothermie-développement-durable.gouv.fr. Et donc, une particularité, ce sont pour l'instant les seuls forages qui sont télédéclarés. Toute la partie déclarative se fait en ligne. Et pour en savoir plus, vous trouverez sur cette diapositive la rubrique géothermie du CIGES Bretagne et un site web particulier qui a été réalisé en collaboration entre l'ADEME et le BRGM qui s'appelle géothermie.fr, géothermie au pluriel.
Vous y trouverez toutes les informations si cette thématique vous intéresse. Concernant les forages domestiques, donc ce sont les forages avec un volume inférieur à 1000 m3 par an. C'est un formulaire CERFA qu'il faut déposer en mairie. Vous avez ici l'image de ce formulaire. Et pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'article qui se trouve sur le CIGES Bretagne et qui s'intitule « Un forage, quelle démarche ?» Dans le CIGES Bretagne, il y a également un article intitulé « Prescriptions techniques » dans lesquelles on retrouve l'essentiel des informations que je vous ai données ici, avec notamment 2 plaquettes d'informations sur les forages. Une plaquette « Le forage en Bretagne » qui reprend les prescriptions principales, notamment les distances, que faire en cas d'abandon d'un ouvrage, qui va reprendre l'organigramme que je vous ai présenté. Il y a également une plaquette spécifique au forage en milieu littoral qui va reprendre les critères et les conditions à respecter pour implanter en toute sécurité un forage au niveau du littoral sans attirer le biseau salé. Ces 2 plaquettes sont consultables et téléchargeables en PDF sur le site CIGES Bretagne et elles sont en cours de mise à jour. Il y a également un guide méthodologique forage et prélèvement d'eau souterraine qui va plutôt s'adresser aux foreurs et aux bureaux d'études pour savoir où trouver les différentes données qu'ils doivent compléter dans les dossiers de déclaration. Ici, quelques détails sur la plaquette forage en milieu littoral, qui présente donc les enjeux de ces forages, les préconisations en cours de réalisation du forage, mais aussi en cours d'exploitation du forage. Comment on fait pour gérer une exploitation de l'eau douce sur la bordure littorale. Le détail du guide méthodologique qui est en cours de mise à jour également et qui va donc reprendre les différents éléments nécessaires pour la réalisation d'un forage et qu'on doit mettre dans les dossiers d'incidence ouvrage, le rapport de fin de travaux et le dossier d'incidence prélèvement, et puis qui reprend aussi les recommandations techniques pendant et après les travaux. La déclaration code minier, obligatoire pour tout forage de plus de 10 mètres de profondeur, elle est disponible en ligne sur le site de la DREAL Bretagne. Vous avez ici le lien direct vers ce formulaire. Et enfin, le guide d'application de l'arrêté du 11 septembre 2003, qui est disponible, c'est un guide qui a été en version papier et qui a été mis en ligne sur le CIGES Seine-Normandie, également en lien sur le CIGES Bretagne, et vous avez le lien vers ce guide qui est un peu plus illustré, disons, que ce qu'on peut trouver dans un texte réglementaire. Enfin, les forages sont encadrés par 2 normes AFNOR. Alors, les normes AFNOR, elles ne sont pas disponibles en ligne, donc je vous ai mis les références, mais vous n'avez pas de lien direct pour pouvoir y accéder. Mais il faut savoir qu'il y a la norme NFX 10 999 d'août 2014 qui est spécifique au forage d'eau et de géothermie pour la réalisation, le suivi et l'abandon des ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterraines. Il existe aussi une norme NFX 10 980 qui date d'avril 2007 et qui là concerne les démarches administratives spécifiques au forage. Voilà pour la partie réglementaire. Donc, vous l'avez vu, ça reste assez complexe. Beaucoup d'organismes en fait sont concernés et selon l'usage de l'ouvrage, selon le volume prélevé, on va s'adresser à différents organismes pour l'instruction de ces dossiers. Je vous propose de terminer cette présentation avec d'autres données qui sont disponibles dans le CIGES Bretagne et qu'on n'a pas encore évoquées avec vous pendant ces différentes webconférences. Notamment un tableau de correspondance entre les SAGE, les masses d'eau souterraines et les entités BDLISA. C'est-à-dire que sur chacun des SAGE bretons, on a regardé quelles étaient les masses d'eau souterraines qui sont présentes, mais aussi quelles sont les entités BDLISA. Donc, je vous rappelle, la BDLISA, c'est le référentiel des aquifères français, la limite des systèmes aquifères. Et donc, pour chacun des SAGE, vous avez un tableau sur le CIGES Bretagne. Vous avez ici l'adresse. Vous retrouvez donc à gauche le SAGE correspondant et la fiche gesto correspondante. Les masses d'eau souterraines de ce SAGE avec un lien vers les fiches réalisées par l'Agence de l'eau pour ces masses d'eau souterraines. Et les entités BDLISA de ce SAGE
avec des liens en bleu. Quand on clique sur le code, on a accès aux fiches de synthèse hydrogéologique qu'on vous a présentées mardi et dans lesquelles vous retrouvez l'ensemble des informations disponibles sur les eaux souterraines, sur ce découpage hydrogéologique. Pour chacune de ces entités, vous avez aussi les superficies qui sont concernées, puisque certaines se trouvent vraiment en bordure de sage et ne représentent qu'une toute petite partie du territoire. Donc voilà, vous pourrez trouver les informations. Ça peut être vraiment intéressant quand vous avez une étude spécifique sur vos territoires, de savoir déjà ce qui existe comme information, d'avoir une petite synthèse géologique aussi, et d'avoir des données sur les prélèvements d'eau souterraine. On en parlait tout à l'heure. Le fait que les bases de données ne soient pas forcément complètes, qu'on n'ait pas connaissance de tous les prélèvements. Dans le cadre du CIGES Bretagne, on a fait un inventaire sur l'année 2009 des prélèvements d'eau souterraine, en essayant d'être le plus exhaustif possible. Et les résultats de ces inventaires sont présentés dans les fiches de synthèse hydrogéologique BDELISA. Et donc, vous avez déjà par bassin versant, donc si je prends l'exemple sur le sage ouest Cornouailles, on va avoir sur les bassins versants de la rivière de Pont-l'Abbé et aussi du Goyen et des bassins côtiers entre l'Aulne et la Pointe du Raz, on va avoir cette synthèse des prélèvements qui a été réalisée sur l'année 2009 et consultable sur chacune de ces fiches. Donc ça peut être des informations qui vous intéressent directement. Si jamais vous voulez afficher le référentiel BDELISA dans l'espace cartographique du CIGES, par exemple, je vous ai indiqué ici la procédure à faire pour y accéder. Quand vous ajoutez une couche dans l'espace cartographique du CIGES, vous allez dans BDELISA, vous pouvez cocher entité hydrogéologique, et après il y a une petite manipulation spécifique à faire pour n'afficher en fait qu'une seule entité et ne pas afficher toutes les entités sur toute la Bretagne. Si vous voulez afficher un secteur précis, il faut retourner sur l'espace cartographique du CIGES sur le premier bouton couche affichée. Vous avez ici la liste des couches qui s'affiche. Et en cliquant sur le bouton paramétrer, vous allez pouvoir entrer soit le code de l'entité BDELISA, soit son nom, par exemple le nom du bassin versant, et ça va vous permettre d'afficher une seule couche. Donc ici, c'est l'exemple sur le bassin du Meux. On tape les premières lettres, une liste déroulante s'affiche, on choisit d'afficher la couche sur le bassin versant du Meux, et celle-ci apparaît dans l'espace cartographique. Vous pouvez après, dans l'espace cartographique, jouer sur la transparence des couches. C'est ce qu'on voit dans le petit curseur qu'on voit dans la capture d'écran en haut à droite. Vous pouvez jouer sur la transparence des couches pour voir ce qui est en dessous, comme ce que vous pourriez faire sur un logiciel de SIG. Informations complémentaires sur les périmètres de protection des captages. On demande fréquemment où est-ce qu'on peut trouver les données. Alors, pour ce qui concerne uniquement les captages souterrains, on a fait un article dans le CIGES spécifique à ces périmètres de protection pour les captages d'eau souterraine. On a réalisé des cartes pour chacun de ces captages qui ne sont pas disponibles en ligne en raison du plan Vigipirate, mais qui sont disponibles sur demande auprès de l'ARS Bretagne. Sur l'article ici en lien, vous aurez l'adresse mail de l'ARS pour pouvoir y accéder. Donc voilà, les cartes sont du type de celle qui est affichée. On l'a affichée ici floutée, toujours en raison du plan Vigipirate. Vous avez donc les différents périmètres, la localisation des captages, le nom de l'installation et la correspondance entre le code national CISO, donc la base de l'Agence régionale de santé, et le code BSS, la banque du sous-sol, donc la base BRGM. Il y a tout un travail de mise en cohérence de ces deux bases qui a été réalisé. Je vous rappelle également que la liste des captages d'eau potable peut être consultée, les captages souterrains, peut être consultée dans le site internet ADES en mode authentifié. Vous pouvez avoir accès à la liste par département ou par région. Si ça vous intéresse, il y a également une lettre d'information sur les eaux souterraines en Bretagne qui s'appelle CIGES Bretagne Info et qui diffuse régulièrement des actualités relatives aux eaux souterraines et au CIGES Bretagne. Elle est diffusée par mail, donc il y a une liste à peu près de 300 destinataires.
Elle est également diffusée sur la page d'accueil du CIGES Bretagne, dans les actualités, et également via un menu où sont archivés, le menu 7 déroulant, où sont archivées toutes les anciennes newsletters. Ça peut vous intéresser pour avoir les dernières informations sur des nouveaux projets, des actualités, des productions qu'on fait dans le cadre du CIGES Bretagne, notamment des vidéos, et puis un agenda également pour savoir quand sera diffusé le prochain bulletin de situation du niveau des nappes ou des événements particuliers. Vous pouvez vous inscrire via le formulaire de contact sur le site CIGES Bretagne ou en nous contactant directement Bruno ou moi. Pour finir sur le CIGES, et plus particulièrement sur l'accès aux données sur les eaux souterraines et la géologie, vous avez ici la liste, une partie des sites internet hébergés par le BRGM, hébergés et développés par le BRGM sur les différentes thématiques. Le portail principal, c'est le portail Infoterre, qui est vraiment le portail d'accès aux données scientifiques du BRGM. Vous avez des différents sites spécifiques en lien avec l'eau que je vous ai présenté également mardi, donc le site ADES et le site CIGES Bretagne, mais également le site BNPE, Banque nationale des prélèvements d'eau, sur lesquels vous pourrez trouver des informations sur les volumes prélevés pour l'ensemble des usages et pour l'ensemble des ressources superficielles et souterraines. Le site Géorisque qui va répertorier c'est un portail du ministère du Développement durable qui est conçu par le BRGM et ça concerne les risques naturels sur l'ensemble du territoire. Deux sites en lien avec les sites et sols pollués, le site BASIAS qui est l'inventaire national des anciens sites industriels et d'activités de services et la BD-SOLU, base de données des analyses de sols urbains. Et enfin, le site géothermie.fr où vous retrouvez les informations sur l'énergie géothermique. Sans oublier les applications mobiles. Bruno vous a parlé d'InfoNapp tout à l'heure pour avoir accès directement au niveau des nappes sur smartphone. Il existe aussi le site e-Infoterre et InfoGéol pour avoir accès notamment aux cartes géologiques. Et puis les différents logiciels scientifiques édités par le BRGM, par exemple l'interprétation des essais de pompage. Voilà pour la partie données disponibles dans le CIGES Bretagne. Je vous propose de faire déjà un temps d'échange sur ces deux parties. Je vais arrêter la présentation. Si vous avez des questions à la fois donc, sur la réglementation de CIGES Bretagne, mais également si vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté pendant cette webconférence ou sur les deux précédentes, il restera une dernière petite diapositive, c'est par rapport à des questions qui ont été posées notamment lors de la première webconférence, lors de l'enquête de satisfaction, et auxquelles on n'a pas forcément pu répondre directement dans le cadre des deux dernières webconférences, mais on peut vous transmettre en fait des liens pour pouvoir aller plus loin et pouvoir répondre en partie à vos questions. Voilà, mais déjà dans un premier temps, on va peut-être voir si vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté. Donc là, il y en avait juste une sur la partie transmission des données SIG sur les permètres de protection. Donc j'ai indiqué, comme tu l'as bien dit, qu'en fait c'était lié au plan Vigipirate et que s'il y avait des données SIG ou cartographiques à récupérer, il fallait passer par l'ARAS. Oui, voilà. Sachant que les cartes existent pour les périmètres de protection d'eau souterraine, mais il n'y a pas forcément d'équivalent à l'heure actuelle pour les eaux de surface. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qui vous a été présenté? Il faut ouvrir le micro du coup et puis n'hésitez pas à poser la question directement. Alors, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, je vais juste revenir sur les différentes questions qui ont été posées, notamment à la fin de la première webconférence. Il y a eu beaucoup d'interrogations sur les temps de réponse des eaux souterraines
Et donc ça, c'est vraiment un vaste sujet qui mériterait bien plus que 2 diapositives dans le cadre de cette webconférence pour y répondre. Donc ce qu'on vous propose, c'est de consulter les présentations qui ont été faites lors d'une journée CRESEB qui était consacrée à cette thématique le 13 janvier 2015. Il y a différents organismes qui ont participé et les présentations ont été enregistrées. Donc, vous y avez accès via ici ce lien. Je ne sais pas si tu veux ajouter que tu étais présent, Bruno, à cette journée. Oui, c'est ça. Il y a une intervention qui me concernera où j'ai essayé de parler de ce que le BRGEM, enfin des données dont disposait le BRGEM pour répondre à cette question. Alors, juste pour reparler de ça, en fait, la question sur le temps de réponse des eaux souterraines, c'est une question qui est complexe, qui est étudiée encore aujourd'hui par beaucoup d'organismes de recherche, hein, dont le BRGEM. Et après, en fait, quand on pose une question de façon plus globale sur le temps de réponse d'un bassin versant, d'une rivière, d'une nappe, en fait, on utilise différents termes techniques. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est plutôt se baser sur les fiches qui ont été éditées par le Comité scientifique de l'environnement de Bretagne, qui parle notamment de 3 temps. Et je pense que pour avoir des termes communs à chacun d'entre nous, sachant qu'on travaille dans des métiers totalement différents, il faut plutôt se baser là-dessus. Et dans ces temps-là, en fait, le conseil scientifique identifie 3 temps. En fait, il y a d'abord un temps de réaction, il y a un temps moyen de résidence et un temps de mise à l'équilibre. Donc, du coup, comme c'est une question complexe et que on n'a pas forcément tous les mêmes questions, où on n'arrive pas forcément, en fait, il faut qu'on arrive à se comprendre entre nous. Le mieux, c'est effectivement de se baser plutôt sur ce diaporama du CRESEB qui faisait vraiment le point sur cette question, avec des intervenants variés. Donc, je suis intervenu, mais il y avait également des intervenants de l'université et également des intervenants de l'INRA aussi. Donc, encore une fois, suivant nos métiers, on n'utilise pas forcément les mêmes termes. Donc, c'est plutôt que de détailler en fait notre réponse ici, c'est mieux de se baser sur cette présentation. Il y avait également eu des questionnements dans le cadre des études HMUC qui sont en train d'être mises en place sur certains des sages en Bretagne, notamment sur la nécessité de prendre en compte les eaux souterraines dans ces études qui sont souvent orientées plus hydrologie et milieu superficiel, alors qu'il faut vraiment voir la ressource en global et prendre l'ensemble du cycle de l'eau, à la fois eau souterraine et eau de surface, ce qui n'est pas forcément évident, mais il faut bien avoir ça en tête. Il y a une étude régionale de la DREAL qui est en cours et dont vous avez peut-être entendu parler sur cette thématique, et on sait qu'il y a déjà des réflexions en cours sur plusieurs sages. Et c'est pour ça que certains éléments qui vous ont été présentés peuvent aider à la meilleure compréhension des eaux souterraines sur ces territoires. Sachant qu'il reste encore sûrement beaucoup de questions. Et vous aurez peut-être vous-même des questionnements sur les eaux souterraines dans le cadre de ces études. Juste un petit mot à dire là sur ces études HMUC. Donc, on a été informé très récemment là, par le CRESEB que le CRESEB allait se pencher sur cette thématique là, des études HMUC et avait prévu d'organiser une journée sur ce thème-là au premier trimestre 2021. Donc, ça sera aussi l'occasion d'avoir une vision partagée sur ces éléments-là et notamment sur les éléments à rassembler pour bien réaliser ces études HMUC. Et donc, dernier point, si vous souhaitez avoir des informations sur les différents projets récents ou en cours au BRGM, il y a une page spécifique sur le CIGES Bretagne qui s'appelle études récentes dans la partie hydrogéologie. Vous avez le lien ici. Vous y trouverez notamment les résultats des projets sur le biseau salé et puis des projets qui sont en cours de finalisation et pour lesquels il y aura des informations à venir. Il y a également un webinaire du CRESEB le 27 novembre 2020 qui concernera les nappes réservées à l'eau potable et les 2 projets récents du BRGM, le projet Anaphore et le projet ICAR, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'ils ont été présentés au dernier Carrefour de l'eau.
Et donc, il y aura un séminaire spécifique avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et le BRGM sur la présentation de ces études pour une bonne appropriation des résultats dans les territoires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là encore pour quelques minutes pour y répondre. Des questions sur les webconférences ou plus largement sur la problématique aux souterraines, n'hésitez pas. Oui, et puis je rajoute ce que Flora a dit tout à l'heure, en fait, hein, si vous avez aussi des sujets d'intérêt, des questions que vous vous posez en fait sur vos territoires respectifs, n'hésitez pas à en parler maintenant ou alors même à en parler plus tard pour voir s'il y a moyen peut-être d'approfondir ces questions ou ces connaissances sur votre territoire. Parfois, ça peut être une réponse très rapide et parfois, ça nécessite qu'on travaille en commun sur un projet un peu plus long. On a notamment travaillé avec le sage Argoat Trégor-Gouello hein, sur des problématiques un peu aussi associées aux eaux souterraines et au pompage. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, moi, je vais envoyer, comme pour les 2 premières webconférences, une petite enquête. Vous pourrez toujours, s'il y a des questions qui vous reviennent, les poser via ce biais-là, mais aussi directement par mail à Bruno et Flora, bien évidemment. Comme j'ai l'impression qu'il n'y a... Ah, si, peut-être. Il y a une question, je crois, de La Laurent. finalisation de l'étude sur l'AF avec son fonctionnement hydro particulier est-elle toujours prévue pour la fin de l'année? Oui, d'accord, très bien. Donc ça, je peux répondre parce que c'est moi qui m'en charge. Donc c'est une étude que l'on mène avec Eau du Morbihan. Je vais juste peut-être retracer rapidement le concept avant de répondre directement à la question. Donc l'étude sur l'AF, en fait, donc l'AF est une rivière qui marque la limite entre l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. C'est une rivière avec des étiages assez sévères. Et Eau du Morbihan a implanté 3 forages dans la vallée qui sont censés capter une eau souterraine assez profonde et pas en contact avec la rivière. Mais malheureusement, en fait, depuis l'exploitation des forages, certains riverains se sont plaints en disant que la rivière était beaucoup plus à sec qu'auparavant. Voilà, donc du coup, on travaille scientifiquement là sur cette question, sur ce projet sur ce secteur de l'AF pour mieux connaître en fait les caractéristiques de cette zone et puis les relations, encore une fois, nappe-rivière avec les différents points. Donc l'étude, elle est toujours en cours. Donc, pour répondre à la question, on avait effectivement prévu de la terminer à la fin de l'année, mais malheureusement, en raison de la crise sanitaire et du Covid, on est amené à la repousser de 6 mois. Donc, on a bon espoir de la terminer pour le milieu de l'année prochaine. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session de formation sur les eaux souterraines. Je vous remercie à tous et je vais vous envoyer tous les éléments. Juste, il y a une question qui est en cours, qui est en train d'être écrite là. Donc on patiente. Oui, juste quelques secondes. Ah non, donc c'est juste pour c'est des remerciements. D'accord. Non, c'est bon. On peut clôturer du coup. Très bien. Eh bien, on peut clôturer. Je vous remercie, Flora et Bruno. J'attends juste l'enregistrement et le diaporama. Comme ça, je referai un article sur le site internet et j'enverrai à tout le monde tout diaporama et lien des 3 webconférences. Voilà. Donc, merci à tous. Merci Flora, merci Bruno. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon week-end. Merci à tous et encore merci Charlotte pour l'organisation des 3 sessions et la logistique, c'était pas forcément toujours simple à gérer. Et merci à tous pour votre participation. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.